Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Donc on est à l'avant-veille de mon départ pour les États-Unis. Donc je suis dans les préparatifs, la valise est presque bouclée. Demain je pars pour Paris et samedi je m'envole pour les États-Unis. J'ai du mal à réaliser, vraiment, j'ai du mal à réaliser que c'est vraiment en train de se passer, que c'est réel, que je vais vraiment voir mon chéri dans 3 jours, 2 jours. On est jeudi, vendredi, samedi, dans 2 jours. donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine? Je suis fatiguée parce que j'ai eu mes enfants pendant 2 semaines non-stop, toute seule. Donc un peu fatiguée. Je sens que mon corps est un peu au bout du rouleau. Vraiment, je sens que voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas changé d'air, que je suis pas partie en vacances ou que voilà, je suis partie pas en mars de cette année, mais en mars d'avant. J'étais partie en Inde pendant une dizaine de jours, mais c'était un voyage marathon où on a énormément bougé, etc. On dormait très peu la nuit, on faisait beaucoup de trajets, c'était vraiment... on a fait du sport, etc. On a fait des randos incroyables en montagne, très 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 sportives et tout. Donc en fait, et je suis partie à moitié malade, et j'ai été malade aussi pendant le voyage et tout. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de vacances, où tu peux un peu te détendre, un peu te poser et tout. Parce que même à mon retour de l'Inde, voilà, après j'ai enchaîné pendant 1 an avec la vie de maman, le quotidien, tout ça, tout gérer toute seule. Alors je suis en garde partagée, hein, j'ai mes enfants 1 semaine sur 2, mais voilà, il y a des fois où je les ai 3 semaines, il y a des fois où je les ai 2 semaines, ça dépend pendant les vacances ou ce genre de choses. Donc quand je les ai pendant 2 ou 3 semaines d'affilée toute seule, c'est fatigant. Donc je pense là en ce moment à toutes les mamans qui ont leurs enfants tout le temps toutes seules, qui n'ont pas du tout de relais. J'ai connu ça avant, comment dire, j'ai connu ça plus ou moins parce que j'avais quand même le papa qui rentrait de temps en temps à la maison et tout ça, mais tu sais, quand on dit la météo, il y a tant de degrés, mais on dit ressenti, par exemple on dit il fait 3 degrés aujourd'hui, mais ressenti -10, tu vois. Donc je pense à toutes ces mamans, et pas que des mamans, il y a aussi des papas, mais je pense à toutes ces mamans aussi, en particulier, qui assument tout toute seule. Et voilà, comme j'en ai déjà parlé, mais en tant que femme, on a aussi notre cycle menstruel, nos hormones qui font qu'il y a des périodes du mois où on est épuisé. On est épuisé, on est vidé, on n'a plus d'énergie, etc. Et pourtant, on doit continuer. On doit continuer à gérer, on doit continuer à tenir la barque pour pas que ça prenne l'eau. Et des fois, on se laisse déborder. Et en fait, quand on se laisse déborder, on se dit, de toute façon, il va falloir que je rattrape le retard accumulé ou la fatigue accumulée parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Donc, une grosse pensée à toutes les mamans et à tous les parents solo qui gèrent beaucoup tout seuls et qui portent beaucoup sur leurs épaules, que ce soit la charge mentale, que ce soit la gestion, que ce soit le quotidien, que ce soit l'organisation, les finances, l'éducation. C'est lourd, c'est terriblement lourd, et on n'est pas censé. On n'a jamais été censé élever des enfants tout seul. J'avais entendu une chercheuse américaine qui avait fait des études sur le sujet, sur les mamans solo en particulier, et en fait elle disait que une femme, quand elle est seule avec ses enfants, son cerveau peut même aller jusqu'à percevoir ses enfants comme une menace pour sa survie.
Et en fait, le corps se met en mode survie et le corps se met en mode attaque, défense ou fuite et génère du stress chronique. Et je sens vraiment voilà, ce stress chronique dans mon corps, cette tension physique. Tu vois, avoir du mal à respirer, alors que voilà, dans l'instant présent, là, il n'y a pas de menace. Dans l'instant présent, là, mes enfants sont à l'école. Mais mon corps se sent menacé en permanence parce que pas de relais et parce que seul. Et en fait, l'espèce humaine est faite pour fonctionner en meute, en tribu, en communauté. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Mais on vit dans une société où en fait on est tous chacun chez soi et où on est tous dans son coin et on est tous tout seuls derrière nos écrans. Mais ça fait du mal à notre cerveau en fait, et ça fait du mal à notre système nerveux, ça fait du mal à notre système immunitaire, ça nous fait du mal en fait. Donc oui, donc oui, je suis super contente d'aller voir mon chéri dans 2 jours. Le voyage va être très fatigant parce que je dois d'abord aller jusque Paris, j'ai quelques heures de train. Après j'ai du métro, je vais dormir chez ma maman qui habite dans la banlieue parisienne. Le lendemain je me lève tôt, je vais à l'aéroport, je vais prendre les transports, etc. Après j'ai 8h30 je crois d'avion. Puis après on a encore de la voiture pour arriver chez lui et tout ça. Donc je vais loger chez sa famille. Donc je suis super contente aussi de rencontrer sa famille, sa maman, frères et sœurs, etc. Ses parents. C'est hyper troublant pour moi parce qu'ils sont tellement adorables. Ils sont en train de préparer ma venue comme s'ils préparaient la venue du Messie. Ça me bouleverse, ça m'émeut énormément. Ils sont tous tellement adorables. Je suis super gênée parce que j'ai pas l'habitude en fait d'être traitée comme ça en fait et par des gens qui ne me connaissent même pas. C'est-à-dire que oui, mon chéri me connaît parce que ça fait 3 mois qu'on est en échange permanent et que voilà, on a créé une complicité, on a une complicité, on a une intimité émotionnelle, psychologique, etc. qui est incroyable. Il y a une profondeur dans nos échanges, une profondeur dans nos sentiments, etc. que je n'ai jamais connue auparavant, qui est tellement incroyable. Mais voilà, sa famille... je les ai vus quelques instants en FaceTime et on a échangé 3-4 mots et c'est tout. Et en fait, ils sont déjà tellement adorables. Ils préparent la maison comme s'ils comme s'ils accueillaient le Messie, quoi, comme s'ils accueillaient quelqu'un d'hyper important. Je ne suis que moi. C'est extrêmement touchant. Donc ça me bouleverse beaucoup. J'ai vraiment très hâte de les rencontrer, j'ai très hâte de leur offrir mes petits cadeaux que je ramène de France. J'ai très hâte de les découvrir, de passer du temps avec eux, de découvrir et de partager la vie du quotidien avec eux, d'apprendre à les connaître, d'échanger. Je ramène mon appareil photo aussi, parce qu'avec les smartphones, on n'utilise plus trop nos appareils photo, mais j'adore la photo, j'adore prendre des photos et en particulier, j'adore faire des portraits. Et ça fait longtemps que j'avais rangé mon appareil photo. Et là, je suis tellement en joie de prendre mon appareil photo. J'ai tellement hâte de prendre des belles photos et de leur envoyer après mes petites photos que j'aurais prises d'eux pendant le séjour. De ces moments qu'on va partager ensemble pendant ces presque 3 semaines dans la vie du quotidien. En plus, les enfants là-bas sont déjà en vacances. Je serai présente là-bas pendant la fête nationale du 4 juillet avec les feux d'artifice, etc. Donc je vais être en immersion totale dans the American Way of Life. Donc c'est assez incroyable. Et je vais aussi passer du temps à chiller, à me détendre et à
et à apprécier le moment présent le plus possible, parce que j'ai peur que les 3 semaines passent vite. Et honnêtement, j'appréhende déjà le retour. Bien évidemment, je vais être tellement heureuse de retrouver mes enfants et de leur ramener des petits cadeaux des États-Unis et tout ça. Mais j'appréhende déjà la séparation. Je préfère pas y penser, on va parler d'autre chose. Et sinon, pour continuer un peu dans dans le sujet qui avait été abordé dans l'épisode précédent ou l'épisode d'avant, je ne sais plus. Hier encore, j'ai vécu une situation qui m'a vraiment déclenché des souvenirs traumatiques dans un échange avec mon chéri. Et c'est incroyable comment je ne m'attendais pas du tout à ce que je réagisse aussi intensément émotionnellement, à ce que ça ravive autant de douleur pour un événement qui s'est passé il y a 20 ans. Et je me suis rappelé cette phrase qui disait que en gros, quand on est enfin dans un environnement safe et sécure, alors c'est comme si le cerveau comprenait que maintenant, il peut faire remonter les souvenirs douloureux pour être ressenti et pour être libéré, parce qu'il est en sécurité pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le cerveau est quand même incroyable. C'est-à-dire que le cerveau va vivre un événement traumatique, il va l'archiver sans traiter l'information parce qu'il ne sait pas comment gérer l'information au moment où ça va se produire, au moment de l'événement. Ça s'appelle l'amnésie traumatique. Et en fait, cette amnésie traumatique, elle peut durer jusqu'à 30 ans, je crois. Et alors là, c'est pas exactement de l'amnésie traumatique parce que je me souviens de l'événement qui s'est produit. Mais, comment te dire? L'amnésie traumatique, pardon, je dis un peu des bêtises. L'amnésie traumatique, c'est vraiment quand le cerveau oublie complètement un événement et que 20 ou 30 ans plus tard, l'événement revient à la mémoire. Mais c'est quelque chose que le cerveau est complètement oublié, qu'il avait vraiment mis dans un dossier au fin fond du coffre-fort parce qu'il n'était pas capable de gérer l'information. Donc là, c'est pas vraiment une amnésie traumatique, parce que l'événement, je m'en souviens, et j'ai jamais oublié cet événement. Mais, comment te dire? C'est comme si, hier, l'événement est remonté à la surface avec beaucoup de charges émotionnelles associées à cet événement, alors que pourtant, j'en ai déjà reparlé en séance de psychothérapie, etc. Et je n'avais pas eu les émotions qui étaient remontées avec. Si tu veux, c'est comme si mon cerveau se souvenait de l'événement, mais hier, dans cette discussion, les émotions sont remontées avec, la colère est remontée avec, enfin voilà, c'était le volcan, tu vois. Et en fait, j'étais tellement habituée à ce que quand j'ai des émotions fortes qui remontent ou qui se présentent, en fait, mon partenaire soit me dit que je suis folle, soit dit des choses méchantes, soit fuit, disparaît, soit il me dit qu'en gros c'est à moi de gérer ça et que ça le regarde pas et que c'est pas ses affaires, etc. etc. Et ce genre de choses, en fait, où je me retrouve toute seule à devoir gérer mes émotions. Et en fait, là pas du tout. Là pas du tout, c'est-à-dire que pareil, j'avais entendu parler de la co-régulation émotionnelle, qui est que en fait, je parlais du fait que voilà, on est une espèce sociale, on est des êtres de lien, on a besoin d'être en connexion avec les autres et notamment pour nous aider à co-réguler nos émotions. Parce que les émotions de quelqu'un vont être ressenties par les autres et on s'impacte les uns les autres à travers nos émotions. D'accord? Et donc quelqu'un qui va rester calme face à quelqu'un qui panique va pouvoir réussir à calmer la personne qui panique de manière rapide, efficace, en quelques secondes en fait. Et c'est ce que j'ai vécu hier. Et c'est à peu près la première fois que je vis ça en fait. Parce que d'habitude, j'ai besoin de vivre l'émotion, ensuite j'ai besoin de rationaliser, ensuite j'ai besoin de respirer, de méditer, de parler à Jésus ou ce genre de choses, tu vois.
Et là, en fait, mon chéri, il a pris la situation en main, il m'a tout de suite téléphoné. Et en fait, déjà, il m'a laissé vider mon sac, dire tout ce que j'avais à dire. Sans essayer de chercher à me reprendre parce que j'aurais dit des mots qui l'auraient challengé ou trigger ou ce genre de choses. Enfin non, il m'a vraiment laissé exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer. Il n'avait rien fait de mal en plus. Mais voilà, la situation a fait que ça m'a déclenché des souvenirs et j'étais en colère, etc. Mais pas vraiment contre lui en fait, tu vois, c'est en colère d'avoir ce souvenir et ce traumatisme qui revient, cette injustice que j'ai vécue, cette douleur qu'on m'a fait subir, etc. il y a 20 ans, etc. Et donc, voilà, tu vois, c'est comme quand tu vas, je sais pas moi, tu vas te... Tu vas te taper l'orteil dans un coin de, dans un coin de table, dans un pied de table, ça va faire super mal. Et là, il y a quelqu'un qui passe à ce moment-là et qui te demande quelque chose. Premier réflexe que tu vas avoir envie, bien souvent, c'est de l'agresser en fait. De dire, mais qu'est-ce que tu veux toi? Tu vois pas que j'ai mal en gros? Tu vois ce que je veux dire? Alors que la personne, elle t'a rien fait en fait. Tu t'es cogné tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, j'étais en colère, etc. Et en fait, il a pas moufté, il a pas cherché à se défendre, à se protéger ou je sais pas quoi. J'ai exprimé ce que je ressentais. Il a accueilli ce que je ressentais et ensuite il s'est servi de sa propre expérience dans quelque chose de similaire entre guillemets, dans une situation que lui a vécue, un trauma que lui a vécu et qu'il a réussi à dépasser, comment il l'a dépassé, etc. Et en fait il a fait preuve de tellement d'empathie, de douceur, de compréhension, de patience. Il m'a pas jugé, il a pas cherché à changer quoi que ce soit, mais juste il m'a accompagnée en fait. Il m'a accompagnée dans cette vague et en fait il a réussi à me calmer en quelques secondes, en quelques instants. Et en fait j'ai l'impression qu'il m'a libérée de ce trauma du coup. Parce que tout ce qu'il m'a dit, le partage de son expérience, le fait que voilà, il rationalise et qu'il m'explique comment lui il a réussi à surmonter ça, quelles ont été ses prises de conscience, etc. Bah en fait, je sais pas, ouais, j'ai l'impression que ça... Je me suis dit, mais en fait, il a raison. Et en fait, après, pendant, je sais pas, 1 heure, j'avais mon cerveau qui buguait. Parce que mon cerveau processe l'information. C'est, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais en fait, ça m'arrive tout le temps en ce moment. Depuis que j'ai rencontré cet homme, ça m'arrive tout le temps. Ou dans nos échanges, à travers sa façon d'être, à travers sa façon de se comporter avec moi, à travers sa façon de me traiter, à travers sa façon de m'aimer, sa douceur, et aussi son ancrage, son leadership, etc. En fait, mon cerveau, il doit tout réapprendre. C'est impressionnant. J'ai besoin de tout réapprendre. Le Seigneur nous dit « je vais faire toute chose nouvelle », il ne ment pas. Il ne ment pas, c'est-à-dire que je n'ai plus aucun repère. Je n'ai plus aucun repère parce que tout est nouveau dans cette relation. Il ne fonctionne pas du tout comme les autres personnes que j'ai pu connaître dans ma vie. C'est vraiment une relation tellement saine. Encore une fois, je précise, c'est pas parfait tout le temps. On n'est pas parfait, ni l'un ni l'autre. Mais on est parfait l'un pour l'autre, on fait équipe en fait. Et en fait, c'est incroyable comment le fait de faire équipe de cette façon, ça nous fait faire des pas de géant. C'est incroyable. Ouais, il y a vraiment une dimension de guérison aussi. Je suis désolée, je cligne beaucoup des yeux, je suis fatiguée et quand je suis fatiguée, j'ai les yeux qui louchent un peu. Donc je sens que mes yeux, ils sont tout ensommeillés. Donc revenons à ce que je disais. Il y a vraiment une dimension de guérison incroyable, mais à tellement de degrés différents, dans tellement de domaines différents, c'est-à-dire que même encore une fois, même au niveau de la belle famille, j'ai jamais connu autant de bienveillance, autant d'attention, de soins, Enfin, ma relation précédente, j'ai jamais rencontré mon ex-beau-père parce que on n'avait pas les mêmes confessions religieuses et que du coup c'était hors de question de me rencontrer. J'étais un paria en gros.
Donc voilà, relation précédente, j'étais pas forcément... Non, j'ai jamais été vraiment... je sais pas. Là, je découvre une autre façon d'être accueillie dans une famille. J'ai pas les mots en fait. Et je suis même pas encore arrivée sur place. C'est que hier, on a 6 heures de décalage avec mon chéri. Et pendant que j'étais en train de dormir, il m'a envoyé des messages, des photos de tout ce qu'ils avaient acheté pour préparer ma venue. Ils ont carrément fait du déménagement voilà, pour m'accueillir dans certaines pièces, pour m'accueillir de la meilleure des façons qui soit, mais j'en demandais pas tant en fait. J'arrête pas de dire à mon chéri, mais non, mais en fait, c'est pas à vous de vous adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à vous, c'est moi qui viens chez vous, j'ai pas envie que vous soyez perturbés dans vos habitudes, c'est moi qui vais m'adapter, moi je viens, je vais aider en fait, j'ai pas envie que... Enfin, j'ai pas envie que vous vous mettiez la pression parce que j'arrive en fait. Non, non, s'il vous plaît. Donc, mais voilà, ils sont adorables. Ils m'ont acheté plein de cadeaux, plein de trucs pour me mettre à l'aise, pour que je me sente à l'aise, pour que je me sente chez moi, etc. Enfin, c'est juste hallucinant. Je comprends rien de ce qui m'arrive. Donc, voilà. J'avais aussi envie de parler de ce sentiment qui est en train de grandir en moi, que je trouve assez fou, et encore une fois sur lequel j'ai aucun contrôle. Il y a cette notion de dévotion, de désir de dévotion, qui est en train de prendre toute la place à l'intérieur de moi. Et j'ai jamais ressenti ça auparavant. C'est-à-dire que, bien sûr, dans mes autres relations, j'avais envie de prendre soin de mon partenaire. J'ai appris à cuisiner, j'aimais bien faire des petits plats ou ce genre de choses. Soutenir émotionnellement, encourager professionnellement, ce genre de choses, j'en ai déjà parlé. Mais là, en fait, il y a quelque chose un peu comme... Ok, merci. J'ai entendu cette phrase qui disait « Au début, une femme te traite comme elle aimerait être traitée et ensuite, elle va te traiter comme tu la traites. » Dans le sens où, au début, une femme, elle va tout donner et si tu commences à lui manquer de respect et à abuser de ce qu'elle te donne et de ça... Nous, les femmes, on est faites pour donner aussi, tu vois. Enfin, on a ce truc de vouloir prendre soin et tout ça. Et des fois ça peut même aller trop loin où on va commencer à materner notre partenaire, tu vois, et c'est pas forcément bénéfique parce que nos hommes ne sont pas nos enfants, ce ne sont pas des bébés, et je pense que c'est même toxique de comment dire, de rentrer dans cette relation de materner son partenaire en fait. Mais c'est vrai que par le passé, oui, j'avais bien sûr, j'avais envie de prendre soin, etc. Mais c'est comme si en fait, c'était pas reçu à sa juste valeur. C'est comme si c'était un dû. Et finalement, la personne te fait sentir que finalement, t'en fais jamais assez, etc. Il n'y a pas vraiment de gratitude. T'as l'impression que tout ce que tu fais, c'est normal pour l'autre personne. Donc finalement, en fait, et puis tu te draines finalement à donner parce que tu reçois pas forcément en retour ou de manière équivalente, etc. Non pas que ce soit une transaction, mais à un moment donné, quand tu passes ton temps à donner et que tu ne reçois pas en retour, bah tu te vides en fait, tu vois. Et surtout qu'à l'époque, j'avais pas Christ dans ma vie qui pouvait me donner à moi. Donc mon seul moyen de me recharger quand j'avais pas Christ dans ma vie, c'était à travers mes relations en fait. Et quand tes relations ne te remplissent pas, déjà il n'y a rien qui peut remplacer la présence du Seigneur dans ta vie, il n'y a rien qui peut remplacer l'amour du Seigneur dans ta vie, il y a un espace dans ton cœur qui n'est réservé que pour le Seigneur, et si cet espace n'est pas nourri, si tu n'as pas cette relation avec le Seigneur, en fait cet espace restera vide, tu vois. Et tu vas essayer de le remplir à travers d'autres choses, mais ça ne sera pas rempli en fait. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté, ce que je vis. Donc,
là, j'ai cette relation avec Jésus qui est pas parfaite non plus dans le sens où je ne suis pas parfaite dans la relation que j'entretiens avec Jésus et notamment depuis que mon chéri est rentré dans ma vie, j'ai besoin de trouver des nouveaux repères parce que mon quotidien est chamboulé, parce qu'avant j'ai passé quasiment 1 an en tête à tête avec Jésus où voilà, c'était quasiment mon seul confident, vraiment à être très très seule. Mais finalement à pas être seule parce que j'avais Jésus avec moi et parce que j'ai appris énormément, parce que voilà, cette relation que j'ai nourrie avec Jésus, elle me nourrit énormément. Et là, maintenant qu'il y a mon chéri dans ma vie, bah, c'est vrai que mon attention est quand même beaucoup portée sur mon chéri. J'ai entendu aussi il n'y a pas longtemps, je suis désolée, je divague un peu, mais j'ai entendu il n'y a pas longtemps que quand on tombe amoureux, il y a une espèce de réaction chimique dans le cerveau qui est similaire au lien que va créer une maman avec son enfant, un enfant avec sa mère, etc. Donc il y a cette notion de dépendance qui émerge en fait. Et en fait, du coup, c'est normal de ressentir le besoin d'être en contact avec son amoureux ou son amoureuse. C'est normal de ressentir cette notion de sentir qu'on a besoin de l'autre, d'avoir sa dose, tu vois, de communication, d'échange, de connexion en fait avec son partenaire. Ça devient un besoin en fait, tu vois. Et donc, c'est vrai que maintenant que mon chéri est dans ma vie, j'ai moins de place pour Jésus. Parce qu'avant, c'était vraiment tout mon quotidien, quasiment, tu vois. Enfin, et donc là, j'essaie de trouver des nouveaux repères parce que même ça perturbe ma routine, etc. Mais alors, je suis pas en train de me plaindre, pas du tout, parce que ça me nourrit énormément. Mais c'est vrai que ouais, je sens que j'ai besoin. De toute façon, tout changement demande un temps d'adaptation. Et là, je suis dans une période d'adaptation. Et donc, je sens que ouais, mon cerveau, il est en train d'essayer d'apprendre un nouveau mode de fonctionnement qu'il n'a jamais eu besoin de faire avant, qu'il n'a jamais fait avant, qu'il n'a jamais pu faire avant aussi. Et donc, je disais que avec cet homme, plus notre relation avance, plus je ressens un besoin, un désir de prendre soin de lui, mais pas comme un bébé, mais comme un roi en fait, comme un guerrier. J'ai une soif de prendre soin de lui parce qu'il prend tellement de soin de moi. Je sais même pas comment il fait, j'arrête pas de lui dire qu'il a des super pouvoirs. Hier, il s'est levé à 1h30 du matin, juste pour passer plus de temps avec moi, à me parler. Et il a continué toute sa journée, il a travaillé toute la journée, il a aidé sa famille, ils sont allés faire du shopping pour préparer ma venue. Je sais même pas comment il fait en fait. Et parmi tout ça, il est disponible tout le temps. Tout au long de la journée, il est disponible. Et quand il ne peut pas être disponible pendant 20 minutes parce qu'il a un rendez-vous, ce genre de choses, il me prévient à l'avance. Enfin, j'ai jamais connu ça en fait. J'ai jamais connu ça. Et en fait, il me fait sentir et il me montre que je suis toujours sa priorité. Je suis toujours sa priorité. Il s'assure tout au long de la journée que je vais bien, que j'ai besoin de rien. Si j'ai besoin de quelque chose, il résout le problème dans les minutes qui suivent. J'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots tellement ça paraît irréel, surnaturel, trop beau pour être vrai. Et en fait, là où c'est perturbant, c'est que quand tu as vécu que des relations à dynamique toxique, parce que je suis pas en train de dire que tous mes partenaires étaient toxiques et que moi j'étais parfaite, c'est pas du tout le cas. J'avais aussi des dynamiques toxiques à cause des blessures, etc. Et je suis en train de guérir encore aujourd'hui en fait. Hein. Donc quand tu rentres dans une relation qui est saine, où il y a cette croissance mutuelle, où il y a cet esprit d'équipe, où il y a cet espace sécure en fait pour justement s'offrir cet accueil dans ce qui remonte, dans ce qu'on a vécu, dans les traumas, dans ce truc, tout ça. Et je sais très bien que ça va pas durer toute la vie en fait, parce que justement, au début,
au début d'une relation saine, c'est justement un peu chaotique. Et j'ai vu des témoignages justement de personnes qui sont passées par là, parce qu'on n'est pas les premiers à passer par là, hein, et on ne sera pas les derniers. Mais c'est complètement normal en fait. Et ça fait partie du processus. Il y a cette phase de chaos un petit peu où justement il y a ces libérations, il y a cette adaptation, il y a le cerveau qui se recable en fait. On crée des nouvelles connexions neuronales parce on vit des nouvelles situations et le cerveau se recalibre à chaque fois qu'il vit des nouvelles situations, à chaque fois qu'il est face à un problème et que la solution est trouvée, le cerveau se recalibre complètement. Il y a un espèce de reset qui se fait et il y a des nouvelles connexions neuronales qui arrivent et en fait, les connexions neuronales se recalibrent parce que il a appris une nouvelle information. Et en fait, quand tu n'as connu que des relations à dynamique toxique, avec des conflits, etc., que quand tu exprimes une émotion, tu es humilié ou tu es traité de trop ou de pas assez ou de cinglé ou ce genre de choses ou d'instable ou ce genre de choses, et que pour la première fois, quand tu vis ce genre d'émotion, la personne en fait, tu t'attends à ce qu'elle te dise ça, tu t'attends à ce qu'elle te dise mais t'es cinglé, tu t'attends à ce qu'elle disparaisse, qu'elle fuit ou qu'elle rompe ou je ne sais quoi. Et en fait là ça se produit pas comme ça. Donc en fait ton cerveau il est là, attends, c'est bizarre, je suis pas habituée à ça. Je m'attendais à ce que je me fasse incendier, enfin tu vois. Et là en fait, non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Le lien n'est pas rompu, au contraire, il se renforce. Waouh, ouais, mon cerveau il bug. J'ai des moments où voilà, j'ai pas les mots. J'ai des moments où j'ai pas les mots parce que mon cerveau, je sens que ça rame en fait. Tu vois, ça rame parce qu'il sait pas comment traiter l'information en fait. Il n'a jamais vécu ça, il n'est pas habitué. Mon cerveau n'est pas habitué à de la consistance émotionnelle de la part de l'autre. Mon cerveau n'est pas habitué à quelqu'un qui prend toujours bien tout, en gros. Enfin, tu vois, mon cerveau n'est pas habitué à quelqu'un qui ne se sent pas attaqué. Mon cerveau est habitué... Enfin, tu vois, donc... ouais, je redécouvre la vie, je découvre une nouvelle vie, je découvre une autre dimension, je découvre un nouveau monde dans les relations. Waouh, c'est génial, c'est génial, c'est riche, c'est beau, c'est intense, ça remue énormément, mais il y a des émotions douloureuses qui remontent, mais justement elles sont accueillies avec amour. Donc il y a cet apaisement qui s'ensuit. Il y a cette confiance qui se renforce. Il y a ce lien qui se renforce. Il y a cet amour qui se renforce. Il y a cette gratitude qui se renforce. Et donc avec tout ça, ouais, il y a cet amour qui commence à se traduire par une volonté de dévotion à cet homme, à mon futur mari. Enfin, j'ai jamais connu ça. Je me souviens, j'ai un souvenir très 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 marqué. Une fois, je regardais un reportage, je crois que c'était sur Arte. C'était un couple qui vivait sur une péniche et ils avaient des enfants, etc. Et en fait, la femme était d'une dévotion. C'était Sainte Marie en fait. Enfin, elle était d'une douceur et d'une dévotion. Et il y avait cette espèce de notion de soumission à son mari, mais c'était beau. Dans le sens où il y avait vraiment cette... ils s'aimaient tellement tous les deux, ça transpirait à travers l'écran, quoi. Il y avait un tel amour, un tel respect entre les deux, il y avait tellement de respect, d'amour, de dévotion mutuelle, en fait, et justement, je crois, ils avaient interviewé l'homme et la femme. Et en fait, elle avait pris la parole et elle avait dit, mais en fait, j'aime prendre soin de mon mari, j'aime prendre soin de mes enfants, j'aime
les chouchouter, j'aime cuisiner pour eux, j'aime leur offrir un environnement propre, rangé, sain, j'aime les bichonner en fait. Et ça me rend heureuse. Et j'avais regardé cette femme et je m'étais dit, mais je l'envie. J'envie cette femme parce que moi j'étais dans une relation où je me sentais invisible, où je me sentais jamais choisie, où malgré tous les efforts que je faisais, tous les sacrifices que je faisais, c'était jamais vu, c'était jamais reconnu, c'était jamais remercié, c'était jamais honoré. Non, au contraire, j'étais critiquée, au contraire, enfin voilà. Et c'était jamais assez. Et donc je nourrissais tellement de douleur et d'amertume et à la fin du ressentiment parce que tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire pour être aimée, pour être respectée, pour qu'on ait envie de prendre soin de moi aussi, parce que moi je suis en train de crever en fait, je donne tout ce que j'ai et c'est pas suffisant et en fait j'avais le sentiment de jamais être assez bien et c'est douloureux. C'est douloureux parce que tu as envie que les gens que tu aimes soient heureux d'être avec toi aussi tout simplement, tu vois. Et je me souviens d'une phrase qu'on m'a dit un jour, c'est je plains tes enfants d'être tous les jours avec toi. Parce que j'étais en burn-out. J'avais un choc post-traumatique, j'étais en burn-out et je n'étais plus capable de sourire. J'étais un zombie. Et au lieu de me demander de quoi j'avais besoin, au lieu d'être présent, au lieu de me soutenir, Non, on m'a dit je plains les enfants d'être avec toi tous les jours. Et c'est comme si on m'avait poignardé, quoi. Je me souviens encore de la douleur que j'ai ressentie dans mes tripes. J'ai eu le sentiment qu'on m'avait poignardé ou mis un coup de poing dans le ventre, en fait. C'était la pire chose qu'on pouvait me dire. Et je pense que cette personne le savait très bien. Et je pense qu'elle l'a fait volontairement parce que c'était tendu, parce que ça n'allait pas et parce que c'était compliqué et qu'il y avait du stress de partout, etc. Et quand on est dans des conflits, le cerveau déconnecte la partie logique et donc on passe en attaque, défense ou fuite. Attaque, défense ou fuite, là j'ai été attaquée. La volonté c'était de m'abattre. C'est pas passé loin parce que je vivais dans la culpabilité puissance 10 000. J'avais l'impression de ne plus être capable de rien. Je me souviens très bien, je me levais le matin, j'avais 3 secondes et après, j'avais 3 secondes de clarté, de lucidité et ensuite c'est comme s'il y avait un espèce de voile qui venait sur mes yeux, comme ça, un voile gris et tout devenait lourd. J'ai des frissons. Oh là là, c'est dur de se rappeler tout ça. C'est comme si tout devenait menaçant, dangereux, pesant, insurmontable. Je me levais le matin et je me disais, je ne sais pas comment je vais faire pour tenir jusqu'à ce soir. Et à cette période-là, je venais d'accoucher de mon 3e enfant et j'avais fait un choc post-traumatique, j'étais en burn-out, j'étais seule la moitié de l'année avec mes 3 enfants auxquels je faisais l'école à la maison, etc. Et voilà, et j'avais pas de soutien, j'avais pas d'aide. Il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de stress financier. Enfin, c'était waouh. Donc ouais, tu vois, de repenser à tout ça et de voir le chemin parcouru. Et tu te dis, pardon, j'ai failli dire un gros mot. Tu te dis en fait, il y a toujours de l'espoir, quoi. Et dans ces moments-là, t'as l'impression que ta vie elle est finie, t'as l'impression que ça va jamais aller mieux, t'as l'impression que tu vas vivre dans l'obscurité toute ta vie en fait, t'as l'impression que tu vas plus jamais ressentir la joie, t'as l'impression que tu vas plus jamais ressentir le bonheur, t'as l'impression que tout est fini, que tout est perdu, que ta vie elle va se résumer à de la souffrance, à de la dépression, à de l'absence de joie, à des conflits, à de l'amertume, à des moments ratés. T'as l'impression que tu rates ta vie, t'as l'impression que tu passes à côté de l'enfance de tes enfants. C'est un sentiment qui m'a déglinguée pendant tellement d'années. Où j'avais conscience que c'était des moments précieux qui ne reviendraient jamais, mais j'étais incapable d'apprécier vraiment. Parce que j'étais bouffée par le stress, j'étais bouffée par la fatigue, j'étais bouffée par la douleur, par la souffrance, par la solitude. Je pleurais tous les soirs. Je pétais des plombs. J'étais dans une détresse tellement immense. Et de voir que là, aujourd'hui, voilà, je m'apprête à
à partir aux États-Unis, que je suis dans une relation incroyable avec un homme incroyable. J'aurais même... Enfin... Il y a des moments où j'ai vraiment douté que je vivrais ça un jour, en fait. Et là, je me sens mais tellement bénie. J'ai du mal à croire que c'est réel. J'ai du mal à croire que c'est réel pour le moment parce que c'est tellement incroyable que ouais, mon cerveau, il a du mal à capter, en fait. Il a du mal à accepter, il a du mal à accueillir. Il a du mal à accueillir, il a du mal à gérer. Parce qu'il n'est pas habitué à ça, en fait. Mon cerveau, il a été habitué à la guerre, quoi. Donc quand la guerre se termine, ben ok, ben, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe? C'est quoi le plan? Être heureux? Ben, je sais pas faire, en fait. Donc je dois apprendre. C'est super étrange. Donc voilà, et puis voilà, il n'y a pas juste, on n'envisage pas juste de se voir pendant 3 semaines et puis voilà, après on verra bien. Non, c'est qu'il y a déjà des projets, des grands projets, il y a déjà des projets d'emménager ensemble, il y a des projets de mariage, il y a des projets de famille, il y a des projets des projets de vie, en fait, des projets de vie qui sont déjà en train de se construire finalement, et c'est vertigineux, mais dans le bon sens du terme. Ça fait tellement du bien d'avoir une direction, d'avoir une vision, et d'être à deux, à avancer concrètement, quotidiennement dans cette direction, à construire ensemble, à faire équipe ensemble. Je sens de l'émotion qui monte. Ouais, comme je l'ai dit dans des épisodes précédents, j'ai toujours eu le sentiment d'être le leader dans mes relations passées, d'être celle qui fait les projets, d'être celle qui porte les projets, d'être celle qui pousse pour que ça se fasse, pour que ça se produise, ouais, presque même qui met la pression, parce que sinon ça n'avance pas. Mais voilà, pas parce que ces personnes étaient nulles ou ce genre de choses, mais parce que je pense qu'il y avait un frein qui faisait qu'ils n'avaient pas forcément envie de la même chose. Et je sais pas, ouais, je pense que... Tu vois, quand quelqu'un veut pas avancer, t'as beau essayer de le tirer vers l'avant, s'il n'a pas envie d'avancer vers l'avant, s'il a envie d'aller à gauche, à droite, ou de rester sur place, ou de faire marche arrière, tu vas t'épuiser, en fait. C'était ça mes relations. Et là, non, là il avance. Il avance avec moi, et c'est même lui qui me supporte quand je suis fatiguée, quand je... Ouais, c'est la première fois que je vis ça, en fait. Et c'est pas juste dans les mots, c'est que concrètement, il y a ce soutien, il y a cette consistance, il y a cette présence continue, il y a ces actions qui suivent, j'ai pas besoin de le pousser, j'ai pas besoin de lui dire les choses, j'ai pas besoin de demander, enfin, c'est fou, c'est... Ça paraît fou. Et ouais, donc, ouais, mon cerveau bug régulièrement. Et donc, ça me fait du bien quand le Seigneur me rappelle que tout ça, c'est normal. Que c'est une phase, que c'est le temps d'adaptation. En fait. Et le Seigneur, tu vois, merci, il me le rappelle. Il m'avait prévenu aussi, il m'avait dit que j'allais avoir besoin d'un temps d'adaptation. Et oui, oui. Il faut un temps d'adaptation parce que tout changement demande un temps d'adaptation, tout simplement, en fait. Le cerveau, on n'est pas des machines, en fait. Donc le cerveau, il a besoin d'un peu de temps pour que les choses se posent, tu vois, une connexion neuronale, quand elle se crée, elle est toute fine, tu vois, j'ai déjà vu en image ce que ça donne, c'est tout fin, c'est comme un cheveu, tu vois, c'est 2 neurones qui vont être reliés par une espèce de fil, en fait, et donc il va y avoir des nouveaux échanges d'informations qui sont créés, mais en fait, c'est fragile au début, tu vois, c'est fragile, et puis plus il y a cette répétition dans ces nouvelles habitudes, dans ces nouveaux événements,
ben plus la connexion va se renforcer, se densifier et s'épaissir en fait. Tu vois, la connexion neuronale va s'épaissir jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. Mais au début c'est inconnu. Ton cerveau, il explore quelque chose qui n'était pas là avant. Il crée quelque chose de nouveau. Il crée de nouveaux échanges d'informations, de nouvelles façons d'agir, de se comporter, de réagir, de penser. Ouais, c'est normal en fait. On n'est pas des machines. Encore une fois, c'est pas genre t'installes un nouveau programme sur ton PC, tu fais reset et puis bam, après c'est bon, c'est parti. Non, non, nous on apprend de manière progressive en fait. Donc on s'adapte aussi de manière progressive. C'est pas comme ça en fait. Après je parle pour moi, hein, mais peut-être qu'il y a des personnes qui s'adaptent comme ça. Mais pourtant, on m'a toujours dit que j'avais une grande capacité d'adaptation et que je m'adaptais quand même vite. Donc, notamment dans mon travail, des anciens patrons ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, on ne se rend pas vraiment compte de nous comment on est. On fonctionne d'une certaine façon et puis on ne se questionne pas à savoir, voilà. Mais j'ai déjà eu des retours, oui, de personnes qui me disaient que j'avançais vite, que je m'adaptais vite, que j'apprenais vite, etc. Donc, malgré qu'on m'ait dit ça, j'ai l'impression d'être lente, j'ai l'impression de mettre du temps avant de comprendre les choses, j'ai l'impression de... Parce que c'est tout nouveau, quoi. J'ai l'impression que c'était plus facile pour moi d'apprendre un nouveau métier de A à Z que d'apprendre à savoir être heureuse dans une relation saine, tu vois. C'est quand même le comble. C'est fou, quoi. T'as l'impression, tu dois apprendre à être heureuse, tu dois apprendre à être en sécurité, tu dois apprendre à lâcher prise et à pas te sentir menacée. Ouais, c'est vraiment, tu vois, cette comparaison avec quelqu'un qui revient de la guerre, quoi. Et qui, en fait, dès que t'entends un bruit, tu sursautes parce que t'es habitué à te faire attaquer ou à être en danger de mort ou ce genre de choses. Enfin, tu vois, le cerveau réagit de la même façon, quoi. C'est le moindre truc, je suis en stress, t'as peur de créer une rupture, un chaos, un conflit, etc. Et puis, en fait, ben non, ça crée pas de conflit, ça crée pas de chaos, ça crée pas de rupture, ça crée pas... Enfin, tu vois. Et donc, ouais, c'est fatigant d'être heureux. C'est fatigant d'apprendre à être heureux. Ouais, mais c'est tellement beau et c'est tellement incroyable et c'est tellement fou. Et donc, aussi, je remarque que j'ai de moins en moins ce désir de faire carrière ou ce genre de choses. Ça s'était déjà vraiment pas mal évanoui depuis que j'ai rencontré Jésus, c'est-à-dire que enfin voilà, par le passé j'avais beaucoup d'ambition, je voulais devenir millionnaire, je voulais aider des femmes à devenir millionnaires, je voulais aider des femmes à être indépendantes, je voulais cartonner sur les réseaux sociaux et tout ça, et j'étais vraiment dans cet état d'esprit de manifestation, de courir après le succès, etc., complètement égotique, sans vraiment oser me l'admettre, en fait, me l'avouer. Et là, en fait, déjà, oui, il y a eu cette rencontre avec Jésus qui fait que, en fait, Jésus te tend un miroir aussi et il te montre les choses qu'il faudrait peut-être abandonner parce que c'est pas forcément en accord avec la vérité, la lumière et l'amour. Et donc voilà, il y a eu déjà beaucoup de déblayage par rapport à tout ça, où en fait je me suis rendu compte que je courais après des chimères en fait. Mais pendant cette période de solitude, de chemin seul à seul avec Jésus, j'étais ensuite tombée dans la volonté vraiment de performer pour Jésus, de me mettre au service de Jésus, etc., etc. Et moi, tu vois, dans une forme d'abnégation où peu importe ce que moi je veux, peu importe mes besoins, etc., on s'en fiche en fait. C'est pas ça qui compte, d'accord? Donc d'un extrême à l'autre en fait, de l'ambition complètement égotique à quelque chose de complètement désintéressé où toi tu n'existes plus, où tes désirs n'ont plus d'importance, etc., parce que tu te sacrifies pour œuvrer pour le Seigneur, tu vois. Et là en fait, je suis dans un espèce de nouvel état où ma priorité, c'est devenu de prendre soin de mon fiancé, de notre famille, de ce qu'on est en train de construire, etc.
mais toujours en étant aligné avec le Seigneur. Tu vois, le Seigneur m'a envoyé cet homme. Le Seigneur m'a confirmé, il m'a préparé pour cet homme, pour cette rencontre. Il m'a préparé pour que, voilà, il m'a prévenu comment allait être cette relation. Enfin voilà, il me l'a envoyé. Cet homme m'est envoyé par le Seigneur. Et j'ai plus aucun doute là-dessus aujourd'hui. Enfin vraiment, le Seigneur m'a prouvé qu'il a entendu toutes mes prières, que cette personne est encore mieux pour moi que ce que j'aurais pu imaginer ou commander à travers de la manifestation. Ça m'énerve aujourd'hui. Bref, pardon, je vais pas me lancer dans ces trucs-là, mais bref. Je suis tellement contente d'avoir tout abandonné au pied du Seigneur et de l'avoir laissé, de m'efforcer de le laisser prendre le volant et de le laisser guider les choses et de me laisser guider sur ce chemin que Jésus est en train de créer pour moi ou a créé et sur lequel je suis en train de marcher. Parce que ça me comble. Ça me comble. Je ressens tellement j'ai l'impression que mon âme s'épanouit quand je prends soin de mon chéri, quand je prends soin de ce qu'on est en train de construire, etc. Quand je mets ça au premier plan. Alors bien sûr, ma priorité, j'ai envie que ça reste Jésus. J'ai envie que le centre de ma vie soit autour de Jésus. J'ai envie que mon couple soit centré autour de Jésus. J'ai envie que ma famille soit centrée autour de Jésus, de notre foi, etc. On n'est pas parfait. On s'évertue de faire de notre mieux. Mais d'avoir cette direction-là et d'en faire cette priorité. Et c'est marrant parce que il y a vraiment, j'avais entendu parler de ça aussi et je le vis, donc c'est rigolo. J'avais entendu parler que quand un homme rencontre la bonne personne, il va se focaliser plus qu'avant sur le travail parce qu'il a ce désir de protéger, de servir et de subvenir aux besoins de sa femme, de sa famille, des enfants, etc. Donc en fait, il va être vachement plus axé carrière, etc., mais pas égotique, pas de manière égotique, mais pour offrir la sécurité et la stabilité financière, etc., pour créer un héritage, pour créer son royaume, en fait, pour sa reine et pour ses enfants, etc. Et donc, depuis que j'ai rencontré mon chéri, il y a vraiment ça qui s'est enclenché chez lui aussi, où vraiment... il est à fond dans le travail, etc., mais tout en restant toujours disponible pour moi, enfin voilà, c'est qu'il n'arrête pas de me dire qu'il a envie de me gâter, qu'il a envie de prendre soin de moi, de subvenir à mes besoins, voilà. Donc il y a vraiment ça qui s'est activé chez lui. Et donc la phrase, c'était un homme qui disait ça, qui disait quand un homme rencontre la bonne personne, quand un homme rencontre sa femme, il a vraiment ce désir de se mettre à fond dans le travail, etc., pour subvenir aux besoins financiers, matériels, etc., de sa femme, pour la mettre en sécurité et tout ça. Et la femme, au contraire, elle va se décentrer complètement de son travail pour se focaliser sur son mari et sur ses enfants, sur le foyer, sur la maison en fait. Et en fait, c'était une vidéo que j'avais vue il y a très longtemps et ça m'était sorti de la tête. Et puis maintenant, en fait, j'ai remarqué ça. C'est-à-dire que ça s'est activé comme ça chez nous, sans même qu'on essaie de le faire. Où lui, il a vraiment ce truc qui s'est activé où il est vraiment à fond dans le travail, où vraiment il a envie de bâtir, de construire, de protéger, de sécuriser financièrement, matériellement, etc., de prendre soin. Et moi, où j'ai vraiment ce truc où je suis en train de lâcher par rapport à cette pression que je me mettais par rapport à mon travail de performance, etc., où je me désintéresse de mes obligations du travail et en fait mon focus il est vraiment en train de switcher complètement sur notre couple, notre futur mariage, notre future famille, notre futur foyer, ce qu'on est en train de bâtir, de construire, etc. Et c'est tellement doux et en plus de pouvoir en parler ensemble et voilà, et de voir que c'est ok, qu'il n'y a pas de souci, que je dis pas que je vais arrêter de travailler, mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est plus ma priorité en fait.
c'est plus ma priorité. Et j'ai le sentiment vraiment que c'est comme ça que je sers le Seigneur aussi. Et c'est biblique en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a tout qui s'aligne alors que même t'essaies pas. C'est ça qui est fou, c'est que quand tu te laisses porter par le Seigneur, les choses se mettent en place d'une façon tellement parfaite que tellement plus parfaite que si toi t'essayais de mettre en place par ton intelligence, tu vois, en faisant un plan, etc. Non, c'est que quand tu laisses le Seigneur agir, les choses se mettent en place. Il fait que les choses se mettent en place naturellement. Et donc, oui, c'est biblique en fait que un homme et une femme qui s'aiment, ils sont censés se marier. L'homme est tenu pour responsable dans la Bible. L'homme est tenu pour responsable de sa femme, des enfants, etc. De les protéger, de subvenir aux besoins, etc. La femme, elle doit respecter son mari et elle doit prendre soin de sa maison, du foyer, etc. Mais c'est pas un devoir finalement, c'est comme ça qu'est le design de Dieu. Et en fait, quand c'est fait, orchestré par le Seigneur, ça se fait comme ça. Et c'est fou d'assister à ça. En fait, j'ai l'impression d'être témoin, d'être spectatrice de ce que je suis en train de vivre dans ma vie en fait. Pour la première fois de ma vie, je ne contrôle rien. C'est pas moi qui fais les plans, c'est pas moi qui décide, etc. C'est que les choses se font. Mon chéri prend ce rôle de leader et en fait, il fait les choses tellement bien, etc. que j'ai rien à dire en fait. J'ai pas de critique à faire, j'ai pas de demande à faire, il me demande si c'est ok pour moi, etc. On a les mêmes goûts, on a les mêmes idées, on a les mêmes modes de fonctionnement. Donc j'ai totale confiance en lui et ça me permet de débrancher mon cerveau, cette charge mentale, et je peux me concentrer sur juste être moi, être présente, prendre soin, donner de l'amour, être dans la dévotion, dans la joie, dans le jeu, on rit tellement ensemble, même dans le chaos, même dans l'attente, même dans la douleur, etc. Il a cette capacité à mettre de l'humour dans les situations difficiles et à choisir le bon moment, parce que des fois c'est pas le bon moment de faire de l'humour. Mais voilà, il y a cette bienveillance aussi mutuelle où des fois on a des ratés, des fois on s'y prend pas parfaitement. Mais en fait, il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de rancune parce qu'en fait, on s'aime tellement et on fait tellement de notre mieux que on se focalise là-dessus en fait. Et c'est parfait comme ça en fait. C'est parfait de ne pas être parfait, mais c'est parfait de faire de notre mieux parce que c'est l'intention du cœur qui compte et on le ressent en fait. Donc c'est tellement beau, c'est fou quoi. Donc voilà, ça fait déjà bientôt 1 heure que je parle. Donc là, je suis dans les derniers préparatifs. Je me suis fait ma petite checklist pour pas oublier des trucs dans ma valise, même s'il m'a dit si tu oublies des trucs, c'est pas grave, on ira racheter, on s'en fiche, je te mets pas la pression. Voilà, les dernières choses que j'ai à faire dans la maison avant de partir. Enfin tout ça quoi, les choses à penser, les clés à donner aux personnes qui vont venir chez moi pendant que je suis pas là, tout ça, enfin voilà. Donc il y a un peu de charge mentale, un peu de stress. Les voyages à l'étranger, il y a toujours, puis comme je dois prendre le train, puis après l'avion, etc., il y a toujours un petit peu ce stress de est-ce qu'il n'y a pas de retard, est-ce que le train va pas avoir un retard, est-ce que le train va pas être annulé, est-ce que l'avion va pas être annulé, est-ce que si, est-ce que ça. Donc voilà, tant que je ne serai pas arrivée à l'aéroport aux États-Unis et que j'aurais pas vu mon chéri, je serais encore un peu stressée, je pense. Mais déjà, quand je serai dans le train, ça va commencer à aller mieux. Quand je vais me diriger vers l'aéroport, ça va aller mieux. Quand j'aurai enregistré mes valises, etc., ça va aller mieux. Quand je serai dans l'avion, ça va aller mieux. Quand on aura décollé, ça va aller encore mieux. Et puis quand je vais atterrir, ça va aller encore super mieux. Et quand j'aurai récupéré ma valise et que je serai en face de mon chéri, ça va aller. Je vais être au paradis. Donc voilà, et tout ça, ça va se passer dans les prochaines 24 et 48 heures. Voilà, c'est complètement fou. Donc je vais pas m'attarder beaucoup plus parce que j'ai encore pas mal de choses à faire avant le départ. Puis j'ai encore mes enfants aussi ce soir à la maison. Donc j'ai envie de profiter aussi des derniers moments avec mes enfants avant de partir. Et puis pas les voir pendant 3 semaines aussi. J'ai déjà prévu de leur envoyer des tonnes de photos, de vidéos, de leur faire visiter aussi, de leur faire vivre un peu le voyage
en espérant que la prochaine fois que j'y retourne, c'est avec eux aussi. Donc voilà, beaucoup d'émotions, un peu chaotiques, parce qu'il y a des émotions douloureuses qui sont remontées, mais il y a aussi tellement de joie, tellement de bonheur et tellement d'apaisement qui s'ensuit. Il y a tellement de stress avec les préparations du voyage, etc. Puis voilà, j'ai stress aussi de rencontrer mon chéri pour la première fois. Même si on s'est déjà vu en FaceTime plein de fois, même si on s'appelle, même si on échange tout le temps, toute la journée, tous les jours. Voilà, je vais le voir en vrai. Je vais voir à quel point il est grand face à moi, à quel point je vais être toute petite face à lui. Voilà, il y a ça, puis rencontrer sa famille, découvrir les États-Unis, rencontrer certains de ses amis, enfin... Voilà, il y a tout ça. Donc il y a du stress, mais c'est pas du mauvais stress en fait. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de fatigue parce que le stress, ça bouffe le corps en fait. Donc voilà quoi. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Toujours un plaisir de vous avoir vu pendant les entretiens individuels. Il y en a déjà eu plus d'une dizaine, si je dis pas de bêtises, ou une dizaine. C'est chouette. C'est chouette de vous voir en entretien individuel. Donc là, pour l'instant, je prends plus de réservation pour l'instant parce que voilà, je pense pas que je vais faire des rendez-vous quand je serai aux États-Unis. Donc voilà, mais j'ai apprécié vous rencontrer pendant ces entretiens individuels. J'ai apprécié voilà, voir l'évolution de vos visages, de votre énergie au fil de la séance, où au début c'est lourd parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes, il y a de la douleur, il y a des incertitudes. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on échange, le poids s'enlève de vos épaules, on voit que voilà, vous vous ouvrez, qu'il y a du soulagement, qu'il y a de l'apaisement, il y a la joie qui revient, il y a les sourires qui illuminent vos visages. Et il y a cette gratitude de ces rencontres partagées qui est waouh, qui est tellement belle. À chaque fois que je termine un entretien, j'ai le cœur qui déborde d'amour et de gratitude pour le Seigneur et pour vous en fait, parce que c'est tellement remplissant de se connecter ensemble, d'échanger autour de notre foi, etc. Et de s'offrir voilà, ces connexions, c'est beau. Donc voilà. Donc affaire à suivre, la communauté God Children continue. J'essaie de rester persistante, j'ai les mots qui me viennent en anglais, mais consistante, non, c'est pas le mot. Bref, vous avez compris en fait, je crois. J'essaie de poster tous les jours dans la communauté aussi. C'est vrai que là, avec la fatigue, le voyage qui arrive, tout ce qui a à penser de partout, mes enfants, tout seul avec moi, etc. J'ai pas posté toutes les semaines, j'ai pas posté tous les jours de la semaine. Et j'essaie de plus me mettre la pression parce qu'en fait je n'arrive plus, il y a trop de pression de partout en fait, donc j'arrive plus à gérer de toute façon, et plus je me mets la pression, moins je vais être productive de toute façon. Et c'est pas l'intérêt, c'est pas de poster pour poster, l'intérêt c'est de partager des choses qui ont de la valeur, qui aident, qui sont utiles, et qui méritent d'être postées. C'est pas mon objectif, c'est pas de créer du contenu pour créer du contenu, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc je préfère poster moins, mais poster de qualité plutôt que de poster tous les jours et de poster parfois des trucs qui sont inutiles, quoi. Voilà pour l'épisode du jour. Prochain épisode du coup, ce sera aux États-Unis. Je vais continuer à faire le vlog aux États-Unis. Donc jeudi prochain, je vais vous raconter voilà, la rencontre, tout ça, comment je me porte, comment c'est de découvrir les États-Unis, comment c'est d'être en immersion dans ma belle famille, tout ça. Donc j'ai hâte, mais j'ai pas envie que ça passe trop vite non plus parce que j'ai envie de profiter. Donc voilà. Mais en ce moment, j'ai vraiment le sentiment d'être en colère après le temps parce que ça fait déjà super longtemps en fait qu'il a réservé mes billets d'avion.
Je crois que ça va faire presque 2 mois. Enfin, je crois qu'il a réservé les billets d'avion, ça faisait à peine 1 mois qu'on se parlait, quoi. Et en fait, du coup, ça fait presque 2 mois qu'on attend. Ou peut-être, ouais, je sais plus. Et donc, c'est passé lentement quand même, mais c'est passé vite aussi. Mais du coup, c'est vrai que là, les dernières heures, les derniers jours, ça devient de plus en plus insoutenable en fait. Tu vois, de se dire, ah, c'est presque là, mais c'est pas encore là. Le quotidien, en fait, il me saoule. J'ai juste envie de prendre ma valise et de partir. Mais voilà, c'est presque là. Donc, on prend son mal en patience. Et quelqu'un de sage a dit de bonnes choses arrivent à ceux qui savent patienter. On va s'arrêter là-dessus, sur ces belles paroles. Des bisous, à tout vite.